Qui est venu et qui est souvent sur Mediapart, puisqu'il accompagne nos Mediapart Live, c'est le vidéaste Usul. Et le vidéaste Usul, tel un professeur, est installé à sa table avec ses livres pour nous faire cette fois-ci non pas une chronique L'air de la campagne en vidéo, mais nous faire sa leçon de vidéaste. Oui, alors c'est pas du tout une leçon, mais bon, sur le programme, il y avait marqué carte blanche, il y avait marqué Usul vidéaste engagé, donc oui, je suis engagé, oui, je suis de gauche, mais c'est vrai que face au spectacle déplorable de cette campagne crépusculaire, c'est difficile de ne pas être engagé. Même les gens autour de moi que je connais et qui pourtant n'ont de carte nulle part sont engagés au moins sur cette question de la remise en question assez radicale de la place des partis politiques, des institutions, des formes actuelles de la démocratie représentative. Et c'est d'ailleurs souvent au nom de cette colère, toute politique en fait, qu'ils ne votent pas et qu'ils et elles se refusent à intégrer un parti, quel qu'il soit. Il y a un rejet de l'idée même de parti dans ma génération. Alors là-dessus, je suis pas forcément complètement avec eux, sans doute parce que mon engagement premier, ça a été précisément dans un parti. J'étais à la Ligue communiste révolutionnaire au début des années 2000, et donc je sais qu'un parti, ça n'est pas forcément une machine à gagner les élections. Un parti, ça peut être un groupe de gens d'accord sur quelques principes, qui s'organisent pour soutenir des luttes, pour faire avancer des idées, y compris en débattant pas mal, en interne, pas à cause de batailles de place, hein, mais pour des idées, pour faire avancer le débat. Alors ça paraît fou comme ça, mais je vous jure que moi c'est comme ça que je l'ai ressenti à l'époque. Alors aujourd'hui on ne fonde plus un parti, c'est ringard, hein. Aujourd'hui on lance un mouvement. Donc au premier abord, on pourrait se dire « ouais, ça va, c'est la même chose, concrètement ». Mais non, pas du tout. Un parti, si on le fonde, si on pose des fondations, c'est pour construire quelque chose dessus. Quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire. D'ailleurs, à gauche, on a de vieux partis. On a le Parti socialiste, le Parti communiste français, des trucs qui étaient déjà là quand j'étais tout petit, quoi. Et un parti, il est comptable de son histoire, y compris de ses échecs d'ailleurs. Et il accompagne une société sur le temps long, intellectuellement et culturellement. Et alors que quand on lance un mouvement, déjà un mouvement, quand on lance un truc, il a vocation à retomber, essentiellement. Et tel qu'on le comprend maintenant, un mouvement, c'est fait pour accompagner une candidature, concrètement. Maintenant, on dit aussi un projet, vous savez, le projet. Et bon... Qu'est-ce qu'on en fait une fois que l'élection est terminée? Est-ce qu'il en reste quelque chose? Est-ce qu'on en fait un fan club? Au pire, je ne sais pas. La France Insoumise, par exemple, elle a des groupes d'appui. Donc, la fonction est dans le nom. Hein, c'est plus une cellule, maintenant on dit un groupe d'appui. Donc, elle a vocation à appuyer la candidature du camarade Jean-Luc, fatalement, évidemment. Et après, ben, je sais pas, après, je sais pas. Donc je comprends pourquoi ils ont fait ça, ceci dit, parce qu'il suffit de voir la gueule des 2-3 autres partis qui nous restent. Au PS, c'est tendu, il y a des défections. À droite, bon... On n'en parle pas, on voit très bien. Et au FN, il y a aussi une hémorragie. On parle de 12% d'élus municipaux qui ont renoncé à leur étiquette frontiste depuis les dernières municipales, notamment à cause de la discipline de parti. Eh mais les gars, c'est l'extrême droite, hein. Discipline, fallait s'y attendre, quoi. Donc bon, on ne fonde plus de partis, on lance des mouvements, et tant pis pour le temps long. On fonctionne comme le capital, en fait, sur la base du libre engagement. On arrive, on repart, le mouvement se crée, il disparaît, on rentre, on sort, et tout ça au rythme des mouvements de capitaux sympathie, finalement, au fil des élections, au rythme des élections. Mais que fait-on du temps long, encore une fois? Que fait-on des autres missions qui devraient être celles d'un parti? À la LCR, par exemple, on m'a formé. Et pas seulement intellectuellement, en lisant des bouquins aussi intéressants que ceux qu'on a placés au pif sur mon bureau. Je ne suis absolument pas responsable du socialisme pour les nuls ou du bouquin de Jean-Louis Debré. Donc voilà, je voulais me dédouaner. Mais donc au PS, au PS, non pas au PS, Dieu merci, non, à la LCR on m'a formé, donc pas seulement à parler ou à... Bien que ce soit important, finalement, la prise de parole publique, c'est pas forcément évident, il faut former aussi les gens à ça. Et puis, la démocratie, finalement, ça s'apprend, apprendre à aller dans les assemblées, lesquelles, oui, c'est quoi un syndicat, il y a beaucoup de choses à apprendre pour faire de la démocratie. Et il formait pas seulement les cadres, hein, il formait tous les militants qui le souhaitaient. Parce que c'est comme ça qu'on fait vivre une culture politique, c'est aussi comme ça qu'un parti peut écouter des idées qui viennent de la base, parce qu'il y a formation, il peut aussi y avoir débat. Alors vous me direz, s'il s'agit juste de transmettre une mémoire des luttes, un récit du progrès humain,
L'école peut le faire, un journal peut le faire, on peut imaginer une candidature à la présidentielle ou aux législatives, faire une liste Mediapart, pourquoi pas. Il y a bien une liste François Ruffin, c'est pas absurde, mais d'ailleurs c'est pas non plus nouveau, c'est assez classique, c'est pas la première fois qu'il y a des journalistes de gauche qui veulent aller à l'Assemblée parler au nom des masses laborieuses. C'est pas inédit. Et d'ailleurs, je vous ai trouvé un petit texte de l'ouvrier ciseleur Henri Tolin qui s'en plaignait déjà en 1864 dans ce qu'on a appelé le manifeste des 60. Je cite « Nous ne sommes pas représentés et voilà pourquoi nous posons cette question des candidatures ouvrières. Nous savons qu'on ne dit pas candidature industrielle, commerciale, militaire, journaliste, etc. Mais la chose y est si le mot n'y est pas. Est-ce que la très grande majorité du corps législatif n'est pas composée de grands propriétaires, industriels, commerçants, de généraux, de journalistes, etc., etc., etc. Il y a 3 fois, etc., qui votent silencieusement ou qui ne parlent que dans les bureaux et seulement sur des questions dont ils ont la spécialité, comme on a un petit peu fait ce soir entre nous, là, comme ça. Donc, si on s'en tient à cette tradition ouvriériste, qui a fini par déboucher sur la question du parti ouvrier et qui a donné du grain à moudre à tous ceux qui, au Parti communiste, tenaient à l'autonomie de la parole ouvrière, de la parole des travailleurs, notamment en tenant les intellectuels petits bourgeois à distance. Et une tradition dont pourraient se réclamer les candidatures de Philippe Poutou, de Besancenot, qui ont tous les deux longuement insisté sur la radicalité de cette démarche qui consistait à ne pas déléguer leur parole de travailleurs à des bourgeois, fussent-ils de très bonne volonté. Donc, si on s'en tient à cette tradition, on a toutes les raisons d'être méfiant quand on voit que se composent de ci, de là, des candidatures, des listes citoyennes, de la société civile, des listes qui, si on les regarde à la loupe, finalement, comptent trop peu de ces citoyens de seconde zone, que sont les employés mal payés, les smicards, les chômeurs, les jeunes qui galèrent, on en a parlé tout à l'heure. Je me souviens que sur les affiches de 2002 de la LCR, la profession d'Olivier était clairement mentionnée. Je me souviens, il y avait marqué « Olivier Besancenot, 27 ans, facteur ». Voilà. Et alors vous imaginez, si c'était Olivier Besancenot, 27 ans, chômeur, vous imaginez la violence sociale qui se serait pris sur la gueule sur les plateaux, déjà que c'était pas Jojo. Donc c'est pas évident de représenter ce genre de couche de la population. Mais moi, c'est ce genre de personnes que j'ai envie d'envoyer à l'Assemblée, en effet. C'est eux que je veux voir, et eux et elles, que je veux voir sur des listes citoyennes. Ce sont tous ces gens qui, en fait, n'y viendront pas d'eux-mêmes parce qu'ils ont intégré que le monde social avait honte d'eux et qu'eux-mêmes devraient avoir honte de ce qu'ils font de leur vie. Et donc, c'est pas évident de mobiliser ces populations, tant cette honte est grande, tant elle est incorporée. Alors, aller dire à ces gens qui se pensent à la marge du monde social, qui pourraient être demain le moteur du changement de la société, c'est sacrément difficile. Et pourtant, c'est ce qu'a fait la grande famille des socialismes, des communismes, pendant des décennies, en créant et en entretenant une culture ouvrière, des luttes ouvrières, un parti ouvrier. Et ça, au bout du compte, ça aboutit à ce que moi, je ne peux m'empêcher de trouver touchant et puissant, une fierté ouvrière. Aujourd'hui, on dirait que c'était de l'empowerment. Hein. Mais vous dites ça, du coup, à un socialiste d'aujourd'hui, il vous balaye ça de la main en disant « Oui, ça, c'est de l'ouvriérisme, c'était marrant au 19e siècle, maintenant, c'est dépassé, c'est anachronique. » Et pourtant, si les classes sociales ont muté, il y a toujours des exploités. Il y a toujours des franges de la population qui sont stigmatisées. Il y a toujours des hommes et surtout des femmes qui ont honte de ce qu'ils et elles font de leur vie, qui sont montrés du doigt et qui auraient beaucoup à gagner à revendiquer une fierté, quelle qu'elle soit, une fierté dont la doxa dominante les dépossède quotidiennement. Alors la bourgeoisie progressiste a d'autres arguments contre la représentation politique des classes dangereuses. Par exemple, quand une liste se monte dans un quartier populaire et qu'elle comporte trop de noms exotiques, elle crie au communautarisme. On voit que les stratégies et les rhétoriques pour conserver le pouvoir sont nombreuses, inépuisables, qu'elles se renouvellent sans cesse, mais le but est toujours le même, effacer politiquement ces marges, ces gens qui ne sont pas blancs, aisés, grisonnants, parfois un peu chauves ici, voilà. On voit que c'est très difficile, ça aussi. Et moi qui viens de certaines de ces marges, on va dire, étant à la fois d'origine ouvrière, et ayant évolué pendant des années dans les boulots pourris du précariat, sans diplôme autre que le bac et sans perspective professionnelle, moi qui en ai gardé un certain nombre de complexes de classe, si je puis dire, si je suis devant vous ce soir à faire le malin, enfin j'essaye, à faire semblant de trouver que je suis aussi légitime que les jolis journalistes parisiens et les experts qui sont derrière moi, eh bien, c'est qu'il y a un parti, à un moment, qui a fait le pari d'essayer de construire de la culture politique chez les gens comme moi, plutôt que de construire une machine à gagner les élections. Donc, voilà ce que j'attends des nouvelles orgas citoyennes, qu'elles reprennent ce travail plutôt que de juste renouveler le petit personnel politique avec de nouveaux cadres, mais issus des mêmes classes sociales. Parce que faire ce travail de formation, d'empowerment, de construction d'une fierté populaire, c'est la meilleure assurance de combattre tout ce qui fait peur aux progressistes, les Trump,
les Fillon, les Le Pen. Et je vais terminer sur une dernière citation d'Henri Tolin, parce que quitte à ranimer un peu de la culture ouvriériste, autant y aller franchement. Examinons la situation actuelle sans amertume et sans prévention. Que veut la bourgeoisie démocratique que nous ne voulions pas avec la même ardeur ? Le suffrage universel dégagé de toute entrave, nous le voulons. La liberté de la presse, la liberté de réunion régie par le droit commun, nous les voulons. La séparation complète de l'Église et de l'État, l'équilibre du budget, les franchises municipales, nous voulons tout cela. Eh bien, sans notre concours, la bourgeoisie obtiendra ou conservera difficilement ses droits, ses libertés, qui sont l'essence d'une société démocratique. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc je vous remercie de votre attention et je vous remercie pour ce petit billet, cette invitation.